Eh oui, nous y sommes. Le débat est ouvert. Perte de plus de 114 milliards. Le Bénin, mauvais élève de la BID, entendez la Banque islamique de développement. Pour faire ce débat, nous avons réuni autour de nous, bien évidemment, Wilfried Monou. Il est directeur de publication de Économie Plus. Bonjour, monsieur Monou. Bonjour, monsieur Davant. Et merci pour votre disponibilité. En face de vous, le rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour. Bonjour à vous, Loris Freddy Davant, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Et oui, c'est inutile de vous le rappeler, Peggy, vous le savez, Wilfried Monou, je ne vous apprends rien. Le Bénin a perdu plus d'une centaine de milliards suite à la légèreté dans le traitement du dossier. C'est bien sûr ce qui nous revient des coulisses de l'administration béninoise. Eh bien, le Bénin vient de perdre 114 milliards de dollars, de francs CFA. C'est bien ça, pas de dollars, 114 milliards de francs CFA. Alors, ce qui a valu déjà des limogeages au niveau de la caisse autonome d'amortissement, et il y en aura sûrement. Alors, ce matin, nous allons d'abord présenter le contexte. Qu'est-ce qui a conduit à cette perte de cette fortune, de cette colossale somme à la nation, à la trésorerie béninoise? Alors, merci pour l'intérêt que vous portez à ce sujet parce que là, il s'agit du développement du pays et le Bénin a besoin de la mobilisation des ressources. Et lorsque des partenaires viennent à se désister dans le financement d'un programme ou d'un projet, et il faut alors s'inquiéter et s'interroger là-dessus. Alors, vous savez qu'en 2016, juste à l'avènement du gouvernement du président Talon, ils ont eu à signer deux accords importants, un en avril et le second en juin 2016 avec la BIDC. Le premier projet était lié au programme de la microfinance et le second par rapport au développement de l'enseignement supérieur. Et les deux projets font pratiquement 114 milliards et la BIDC s'est engagée au 31 décembre 2017 à près de 824 millions de dollars, soit 412 milliards de francs CFA. Et donc, lorsque le 8 janvier, le vice-président de la BIDC a saisi le ministre d'État pour l'informer que la BID se désiste du programme de ces deux projets, à savoir la microfinance et l'enseignement supérieur. Alors ça, c'est comme un coup ferré qui est tombé sur la tête de nous tous. Et là, il y a vraiment une menace sur les investissements dans notre pays. Et nous l'avons su, vous l'avez constaté, par les réseaux sociaux. Bien que cela ait été interdit, on ne devrait plus apprendre des informations officielles par les réseaux sociaux. Je ne vous apprends rien, Peggy Ludovic Dagba. Et si lui était ces réseaux sociaux, on n'en saura pas davantage. Non, mais moi, je risque de vous arrêter tout de suite. Oubliez cette décision-là. Elle n'engage que ceux qui l'ont prise. C'est une décision officielle, Peggy. Vous savez très bien quel est le rôle que jouent les réseaux sociaux aujourd'hui dans notre pays pour l'information officielle. Nous nous sommes désolés pendant longtemps, on l'a dénoncé, malheureusement ça s'est imposé comme l'une des voies les plus officielles aujourd'hui pour vraiment nous informer des informations que le peuple béninois a quand même droit à avoir, a droit à savoir. Malheureusement, ça s'impose. Donc, quelle que soit la décision qui sera prise, je ne pense pas qu'elle puisse avoir bon dos pour s'appliquer dans ce domaine-là. Ce sera un non-respect. C'est ma façon de voir les choses, malheureusement. D'un arrêté. Non, c'est vrai. C'est vrai quand même, il faut aller dans le sens de Peggy. Ce qui gêne un peu, c'est la disponibilité de l'information. Oui. Lorsque vous voulez traiter l'information, nous, journalistes, nous avons besoin d'avoir accès aux sources. Et lorsque vous avez une information, soit par un informateur ou par les réseaux, et que vous voulez
investiguer, vérifier. Vous avez un blackout total en face de vous. On se demande, est-ce qu'on peut aller vraiment... Si je l'évoque, c'est bien à dessein, Peggy Ludovic Dagba. Ce dont le menu de notre débat Fer croisé, vous le savez, c'est une information capitale, sensible. Et aucune voix officielle n'a pu nous porter un peu plus d'éclaircissement, n'a pu nous donner davantage d'informations sur ce dossier qui a fait perdre à la nation 114 milliards. C'est quand même pas 114 000. Je ne vous le fais pas dire, Loris Ouedi, d'abord. Cette digression que je prie les téléspectateurs et les auditeurs de bien vouloir nous pardonner, parce que c'est quand même important. Vous êtes un journaliste au Bénin, mais vous êtes très mal dans votre peau. Parce que lorsque vous avez une information, c'est très difficile pour vous de pouvoir la vérifier. Vous appelez un tel, là, j'ai pas l'info, il faut que je... Et c'est bizarre, tout le même monde dans l'appareil, au niveau de l'État, on vous dit, on n'a pas encore l'information, attendez que, eh bien, qui de droit puisse... Voilà. Et finalement, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous ne sommes quand même pas un pays, une république dirigée ou gérée par la rumeur. Ce n'est pas possible. La rumeur ne peut pas avoir droit de citer. Je pense que c'est une précision. Et l'information, en tout cas ce dont nous parlons ce matin, le limogeage du DGCA, c'est encore par les réseaux sociaux que nous avons eu. On n'a pas vu la télévision nationale donner l'information. On n'est pas allé à la présidence, on n'a pas eu de communiqué officiel donnant l'information. Quelles sont les raisons pour lesquelles on a enlevé ce directeur général de la CA, la Caisse autonome d'amortissement? Et quand vous suivez un peu les débats sur les réseaux sociaux, ben, ça va dans tous les sens. Les gens pensent que d'autres sont plus responsables que d'autres et que celui qui a été limogé ou ceux qui ont été limogés ne devraient pas l'être avant que d'autres têtes ne tombent. Mais là, nous avons quand même un pays, nous avons quand même un gouvernement normalement constitué. Moi, je pense que c'est l'un des problèmes qu'il faudra régler désormais pour aider quand même les hommes des médias, les professionnels de l'information que nous sommes à faire convenablement notre travail. On nous demande de chercher, nous cherchons, mais encore faudrait-il qu'on puisse savoir sur quelle piste chercher. Avoir la bonne source. Merci, Peggy Ludovic Dagba. Je pense que c'est une précision nécessaire avant de poursuivre ce débat. Wilfried Monod, je reviens à vous pour la suite de la présentation du contexte. Alors, donc, 2 ans après, pourquoi on s'interroge alors pourquoi moi, à mon analyse, c'est parce que certainement le Bénin n'a pas respecté les questions de fond. Parce que ce problème cette perte de 114 milliards, pour moi, ce n'est que la face visible de l'iceberg. C'est vrai, c'est important, ça représente près de 6% du budget actuel. Mais il faut dire que la plupart des gouvernements au Bénin n'arrivent pas à atteindre 30% du budget d'investissement chaque année. Et cela est lié beaucoup plus au respect des procédures des partenaires techniques et financiers qui mettent les ressources à notre disposition, que nous n'arrivons donc pas à consommer. Et qui est-ce qui paie? C'est le pays qui paie en fin de compte. Et c'est là, en fait, ce que moi je veux dénoncer pour que les cadres qui sont tant au niveau du ministère du Plan, au niveau de la DGFI et au niveau de la CIA, de s'accorder sur le violon et qu'ils puissent travailler afin que lorsqu'on arrive à mobiliser une ressource, que cette ressource-là soit consommée et non qu'on arrive à en perdre comme c'est le cas. Il y a eu déjà un premier limogeage, certes, Peggy, mais comment comprendre un tel état de choses? Comment comprendre qu'un État puisse arriver à perdre un tel contrat? Non, mais vous savez très bien qu'ici au Bénin, on peine à être sérieux. Il faut finalement qu'on puisse quand même se regarder dans la glace pour se dire des vérités. Les gens sont à leur poste, payés aux frais du contribuable. Vous n'êtes pas sans savoir la rage au niveau des taxes aujourd'hui. Mon ami Wilfried Monod ne m'entendra pas de cette oreille parce que lui, c'est sa religion, il en est un des prophètes, mais malheureusement, c'est la réalité. Et vous savez très bien que le Béninois lambda gagne très difficilement sa vie. Le salaire, il est ce qu'il est et doit faire face à toutes les charges. Et dans chaque charge, eh bien, il y a des taxes à payer, il y a de l'impôt. Donc, il faut dire que les populations financent quand même leur gouvernement, financent leur État à travers leurs impôts. Mais ces cadres qui sont payés par ces sous-là ne font pas le travail auquel ils sont appelés, pour lesquels ils sont recrutés. Comment comprendre que on ne puisse pas faire ce qu'il faut
dans les règles de l'art, à son niveau précis. Pour ce qui est quand même en lumière ou sur le tapis aujourd'hui dont nous parlons, nous avons quand même cherché à savoir un peu ce qui s'est passé. Et il nous est revenu que deux courriers ou deux lettres seraient envoyées à la même institution sur le même projet. Il paraît qu'il y a en tout cas un État qui, ma foi, est destiné au ministère des Finances, qui a été fait à l'interne, et qui, normalement, en tout cas, avant d'être envoyé, devrait être cadré, mieux calibré, avant d'être envoyé au niveau de la BID. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu un autre cadrage qui a été envoyé. Donc, l'institution a eu droit à deux éléments sur le même projet. Et provenant du même État. Provenant du même État. Alors, il y a un problème. Et là-dessus, je crois que le vice-président chargé des opérations pays, Dr Biao Baldé, a informé l'État béninois comme quoi, mais comment est-ce qu'on peut comprendre cette affaire? Donc, il y a un problème de sincérité sur la question. Et c'est pour ça que, en tout cas, la banque aurait décidé d'ajourner ou de rapporter un peu sa décision, de soutenir un peu ces deux projets-là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quel est l'appareillage qui gère cette affaire au niveau du ministère des Finances et au niveau du ministère du Développement? Parce que quand même, c'est les deux ministères qui, au demeurant, gèrent en tout cas ces projets-là. Il y a le ministère du Développement qui est quand même le répondant numéro 1 au Bénin de la BID, la Banque islamique du développement. Il y a le ministère des Finances qui est le bras opérateur, notamment dans ces genres de dossiers. Mais comment comprendre cette disparité dans les informations comment des cadres sortent des cadres d'un certain niveau? Et là maintenant, le DGCA, Caisse autonome d'amortissement, a été limogé. Mais avant lui, est-ce que tout le circuit a été son adjoint? Est-ce que tout le circuit a été quand même sécurisé, a été aseptisé pour qu'on sache réellement qu'est-ce qui s'est passé avant que... c'est généralement... Est-ce une erreur technique ou de la mauvaise foi? Bon, moi je pense qu'on va discourir longtemps sur la question, mais sans avoir la réalité de ce qui s'est passé. Parce que vous le savez, au niveau de l'administration, l'information, la vraie, ne parle pas autant. Nul ne veut vendre son second. Donc, est-ce que c'est une affaire de mauvaise foi? Est-ce une erreur technique? Gros point d'interrogation. On continuera toujours par se poser la question. Parce que les deux camps, enfin, sur les réseaux sociaux et dans d'autres forats aussi, ont commencé à commenter cet état de choses. L'autre camp pense plutôt que c'est la main invisible de la partie opposante qui serait dans l'ombre en train de tirer les ficelles pour faire perdre... Non, je pense que là, vous allez sur un terrain politique. Et vous savez très bien que sur le terrain politique, beaucoup de choses se font, peuvent se faire, même aller au-delà de la morale. Et franchement, analyste politique que je suis, je soupçonne des choses. Mais j'attends quand même d'avoir des éléments probants. Des éléments fiables. Avant vraiment de m'aventurer. Sinon, je crains que le verre ne soit dans le fruit. Wilfried Monod. Oui, moi je ne m'aventurerai pas sur le champ politique, mais il y a une réalité, je viens de le dire. J'ai dit que depuis plusieurs décennies, le Bénin n'arrive pas à consommer 30% des crédits qui lui sont alloués. Mais qu'est-ce qui explique la chose? Et c'est ça le problème. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Mais est-ce la raison qui nous a fait perdre? Non, ça dit ça là, ce n'est qu'un élément. Ça dit comment nos cadres s'organisent-ils pour pouvoir répondre ou respecter les procédures en matière de décaissement des montants mis à notre disposition. Alors moi j'irai plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement notre État n'arrive-t-il pas à pénétrer l'essence même des règlements imposés par les partenaires au développement? Parce que ceux qui vous donnent l'argent ont quand même le mode opératoire à côté. Alors, qu'est-ce qui explique
la difficulté que nous avons à consommer ces Ou produits-là. n'en avons-nous pas pour autant besoin? Voilà. Non, et l'autre chose qui me gêne, et c'est ça que je dénonce aussi, vous voyez par exemple aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il faut le dénoncer, les crédits, les microcrédits aux plus pauvres MCPPP, qu'on le veuille ou non, ont impacté un tant soit peu. C'est vrai que ce n'est pas très perceptible, mais ont impacté quand même la couche assez pauvre de notre pays. Et lorsqu'on veut arriver à faire des réformes dans ce secteur, il faut tenir compte des acquis. Et non faire des réformes qui remettent en cause les acquis dans ce domaine-là. Et c'est ces problèmes-là qui se posent par rapport à ce projet-là, où les conditionnalités nécessaires pour la mise à disposition des fonds ne sont plus respectées. Et donc, qu'est-ce que le partenaire peut faire? Le partenaire ne peut que rapporter son engagement dans ce dossier. Et c'est pourquoi il faut que nos cadres, lorsque on est en charge d'un dossier, pouvoir maîtriser tous les contours possibles pour que lorsque les politiques arrivent à vous demander « faites ceci », apportez-leur la lumière pour qu'ils puissent savoir que le pays doit être dans une continuité. L'État est une continuité. Ce n'est pas parce qu'on passe d'un régime A à un régime B qu'un projet doit s'arrêter ou on doit changer, on doit faire des réformes pour perdre des crédits. Parce qu'aujourd'hui, ce que les partenaires techniques et financiers nous reprochent le plus, c'est de ne pas être à même de consommer les crédits pour non-maîtrise des procédures. Et c'est ça que je ne comprends pas. Nous avons deux ministères qui s'en chargent. Et il y a des cadres quand même émérites. On a les planificateurs au niveau du ministère du Plan et on a les financiers au niveau du ministère des Finances. C'est un problème crucial. Il faudrait que... non, il y a un problème, une rivalité, qui ne dit pas son nom, entre ces deux ministères. Ah bon? Oui. Parce que les planificateurs disent que c'est à eux que reviennent un certain nombre de tâches. Les financiers réclament que c'est à un certain nombre de tâches leur reviennent. Donc, lorsque vous êtes là, vous regardez, on se demande qui doit faire une tâche. Et l'autre dit c'est l'autre, son vis-à-vis qui doit le faire. Il faudrait que moi je dénonce le fait que entre ces deux ministères, les cadres n'arrivent pas à mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts corporatifs. Il faudrait qu'on puisse éviter qu'il y ait des chevauchements, certes, des attributions, mais lorsqu'il y a une complémentarité, il faut que ça se joue correctement entre ces deux structures. Mais là où il fait de nous, moi je pense quand même qu'il faudra interroger le management qui est mis en œuvre à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas assister à cette cacophonie entre les cadres de deux ministères. Vous travaillez en définitive, vous tous, pour un seul et même objectif. C'est pour que le pays grandisse, pour que le pays puisse quand même subvenir aux besoins et aux charges de ses fils, de ses populations. Mais comment comprendre que des cadres qui sont appelés à travailler pour la nation puissent se chamailler autour des responsabilités? Il doit avoir, je crois quand même que les deux ministères ont des responsables. Ils ont quand même le AOF. Il faudrait quand même il faille maintenant chacun les attributions. Voilà, chacun de s'asseye et dans une bonne intelligence définir les différents compartiments qui doivent revenir à chacun des deux ministères, histoire quand même que l'intelligence puisse s'établir dans tout ceci. L'autre chose dont je voulais parler, c'est quand même des cadres. Franchement, il faut que nos cadres béninois, qui sont excellents lorsqu'ils sont amenés à aller travailler dehors, à aller travailler à l'international, franchement, il n'y a pas l'heure de... Partout où vous passez, les Béninois s'illustrent toujours très très bien, de fort belle manière, dans leur carrière à l'international. Mais qu'est-ce qui explique, une fois au pays, qu'ils donnent un peu dans des diableries de la sorte? C'est pas possible. On ne peut pas continuer. C'est quand même une interrogation délicate, Peggy. Non, mais c'est très important, parce que on n'arrive pas. C'est comme s'il y a une espèce de... je ne sais pas si c'est un dieu ou... Est-ce qu'il y a une mission au pays? Un fétiche. Ou est-ce que les conditions manquent? Comment dirais-je, c'est son influence sur eux dès qu'ils sont sur le territoire national, qui les empêche de faire convenablement leur travail. C'est vrai. Mais vous allez dans leur bureau, c'est quand même des gens qui, ma foi, vous donnent l'impression d'être totalement et vraiment, en tout cas... Confus. Ils sont...
ils sont très bien dans leur boulot. Lorsque vous les voyez attablés, ils vous donnent l'impression d'être vraiment immergés dans leur travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que franchement, ils se mentent à ce point? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et maintenant, la tête, parce que moi, généralement, pour moi, c'est toujours la tête qui, ma foi, pourrit. Le poisson pourrit toujours par la tête. Qu'est-ce que font leurs responsables? Parce qu'ils doivent quand même pouvoir les interroger, les évaluer à partir d'un certain nombre de choses, sur des délais, sur des périodes données, pour voir sur à quoi ils sont capables, sur à quoi ils aboutissent dans leur travail. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Justement, bien à propos de ce que vous évoquiez là, est-ce qu'il ne faille pas, au-delà des promotions politiques, redéfinir les profils et voir l'adéquation profil et le poste? Non, moi je pense que c'est ce qu'il faudra faire. C'est à ça qu'il faudrait parvenir. Je ne comprends pas que parce que, comment dire, c'est un tel ministre qui a nommé un tel. Dès qu'on enlève le ministre, celui-là, déjà dans la tête de tout le monde, sinon tout le monde conçoit que celui-là doit partir. Oui. Qu'il doit faire ses valises et le suivre. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de sa qualité? On le conçoit comme produit de tel Qu'est-ce qu'on fait de sa compétence? C'est pour ça qu'on parle de la dépolitisation de l'administration. On ne voit pas la technicité. On ne voit pas la technicité, alors que c'est en réalité ce qui doit prévaloir. Pourquoi je choisis telle personne pour pouvoir faire tel travail et je le nomme à tel poste? Quelle est sa compétence? Quels sont les résultats que j'obtiens lorsqu'il est là? C'est ça qui devrait. Et quand un ministre vient à s'asseoir, je crois que ce gouvernement a quand même tenté la chose au début. Je ne sais pas pourquoi ça a commencé à changer à partir d'un certain temps. Mais non, il faudrait qu'on puisse préserver les acquis. Parce que celui qui, ma foi, fait montre d'une grande compétence à son poste, fait forcément des gains, en tout cas pour le pays, pour le secteur pour lequel il travaille. Mais comment pouvoir se foutre de ce gain-là, de cette performance-là, et amener n'importe qui? Mais finalement, celui qu'on amène, est-ce qu'il pourra continuer là où l'autre a arrêté? Parfois non. Parfois non. Même pas parfois. Pratiquement non, toutes les fois. Tout simplement parce que lui, il lui faudra prendre du temps pour comprendre ce qui est fait, jusqu'à son niveau. Et maintenant, savoir quelles sont les philosophies qui ont sous-tendu ce qui est fait jusque-là, avant maintenant de savoir quoi développer pour continuer. Et il n'est pas rare de constater qu'il y a des gens qui préfèrent dévier de la trajectoire initiale, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qui est fait jusque-là, et ils préfèrent apporter du neuf. Et là encore, c'est un recommencement. Et en ce moment, c'est du temps qui est perdu. Le nouveau cadre promu est très compétent, mais l'entourage n'ayant pas digéré le départ de l'autre cadre, le complique à dessein, la vie, quitte à l'aider à échouer, pour montrer à son promoteur, au ministre, au directeur ou au président que voilà, celui qui l'a promu à tel poste n'a pas la compétence requise pour. Non, c'est vrai qu'il y a un problème sociologique. Et j'allais même parler de psychologie au niveau de nos cadres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se départisse d'un certain nombre de paradigmes et qu'on puisse mettre l'intérêt général au-dessus de tout. Le problème en général dans l'administration, c'est vrai, il y a des nominations politiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, on fait un effort, ou un effort est fait pour que ceux qui répondent mieux soient à leur poste. Maintenant, reste à voir aussi le système dans son ensemble, parce que ce n'est pas le responsable seul qui fait le travail. Il est obligé de s'appuyer sur un système en place. Et si le système n'est pas huilé pour pouvoir lui permettre d'évoluer, il est forcément contraint de ramer à contresens. Voilà encore faudrait-il permettre vraiment à ce dernier de pouvoir huiler le système. Parce que le problème, c'est quoi? Lorsque vous venez quelque part et vous ne maîtrisez pas les relents du système que vous venez diriger, il n'y a rien à faire. Vous allez naviguer à vue. Vous serez allumé, il n'y a rien à faire. Oui, surtout que si ceux qui sont en dessous de vous ne vous apprécient pas, ne vous adoptent pas, ou n'acceptent pas votre leadership. Je ne voudrais maintenant, pas. Vous serez beau être un Einstein. Mais... Voilà, vous aurez beau sortir de quelle université, je ne sais, mais vous ne pourrez rien. Mais en cela, il faudrait que, comment dire, la grosse structure, l'appareillage même, puisse aider ceux-là. En faisant quoi? En misant beaucoup plus sur la technicité
de ceux qu'on nomme. Oui, Moi, je pense que c'est ça le plus important. C'est vrai, nous avons lutté politiquement, nous avons participé, comment dirais-je, à des guerres pour que les gens soient à leur poste. Et il faudra forcément pouvoir, comment dire, récompenser d'une manière ou d'une autre. Mais encore faudrait-il que dans cette récompense-là, il faut que nous soyons lucides pour savoir qui mettre là où il faut. Et éviter carrément le parrainage politique. Parce que lorsque quelqu'un qui est sous vous sait qu'il a des appuis, qui sait que à la moindre incartade, il pourra se plaindre à qui de droit et que vous serez très rapidement comment dire, maîtrisé ou éjecté du système, bah, il va en faire à sa tête. Et vous allez voir que des appels plus volontaires de la présidence ou de telle instance plus haute que votre niveau. Vous allez voir que dans les entreprises privées, tel n'est pas le cas. Parce que lui, il objective les performances, des résultats. Et si vous n'atteignez pas ces résultats, c'est que l'entreprise fait flop. Donc, il y a d'autres règles qui sont mises en branle ici pour que la compétence, la technique puisse vraiment être promue, puisse être payée. Je crois que l'administration devrait pouvoir copier cela au niveau du privé. Bah, moi, j'allais dire même, je ne veux pas faire écho à un désir d'un parti politique. Je dis bien, je suis apolitique, qui veut qu'on fasse la promotion des cadres au sein du système, parce que les éléments du système maîtrisent le système. Et lorsque vous amenez un élément exogène, forcément, pour que cet élément puisse sécréter des enzymes pour pouvoir s'arrimer à nouveau, il est difficile. Adhérer à l'écosystème. Pour adhérer à l'écosystème, il est difficile. Donc, il vaut mieux aujourd'hui, moi je pense, que ça doit être beaucoup plus une option de management, de faire la promotion des cadres qui sont dans la structure pour pouvoir avoir la pérennité, la suite dans les actions de chaque entité pour qu'on puisse avoir des résultats perceptibles. C'est de larguer des intrus dans des domaines où, à la tête des directions qu'ils maîtrisent très peu. Eh bien, nous en sommes arrivés à en perdre maintenant 114 milliards. Comment faire pour que cela ne nous arrive plus à l'avenir? Bon, je crois que je prie que ça ne soit pas qu'on l'a déjà perdu, parce que ce matin, sur les coupures de presse, j'ai suivi l'ancien ministre Zulkifli Salami, qui est un spécialiste de la finance islamique, qui s'engage à œuvrer à ce qu'on ne perde pas ce montant colossal. Donc, si ça pouvait être vrai, ou si on pouvait solliciter son expertise. Il le peut, bien sûr. Il le peut. Maintenant, reste à ce que nous puissions... Il faudrait que... Non, si c'est l'État béninois qui le mandate, il pourra réussir sa mission. Maintenant, reste à ce que, comme je dis, qu'on puisse avoir dans les ministères des cadres qui maîtrisent les procédures, ou si c'est nécessaire, qu'on puisse aller à des renforcements de capacité de ces cadres qui doivent s'occuper des procédures pour que nous puissions consommer à 100% les crédits qui nous sont alloués. C'est pas ce qui a manqué à ce Bénin. Les qui me dira le contraire. Des tables rondes, des conférences de renforcement, des séminaires de renforcement de capacité. J'ai dit renforcement de capacité. Oui. Ce n'est pas les ateliers. Ce n'est pas les tables rondes. Renforcement de capacité, c'est que les gens vont faire une formation continue ou carrément on les envoie en formation. Sinon, si ce n'est qu'au détour d'un petit séminaire pas du tout. À travers le pays, dans les hôtels que vous connaissez, les hôtels les plus huppés, les hôtels promus par des amis. On en assiste toutes les semaines. Et là-dessus, je peux vous donner une petite information très rapidement. Je crois qu'il y a une décision au ministère de l'Enseignement supérieur qui interdit désormais toute organisation d'ateliers, de tout ce que vous savez, hors de Cotonou. Je crois que c'est quand même une bonne décision. Je pense. On peut la saluer en attendant de voir encore les motivations qui peuvent donner, la motivation de cette décision, qui peuvent donner quand même dans un boulevard de discussions, de raisons et autres qu'on ne voudrait pas évoquer par ici. Mais je crois quand même qu'avec ce que c'est devenu, l'organisation des différentes rencontres, ateliers et autres, hors
de Cotonou dans un périmètre relativement de 50 km à la ronde. Des gens sont allés jusqu'à 200, 300 km pour des raisons, en tout cas, que nous imaginons très bien, et loin, en tout cas qui sont loin hein, de l'atteinte des objectifs de ces rencontres-là. Moi, je pense quand même qu'il faudrait qu'on apprenne à devenir sérieux, à faire quand même les choses dans les normes. Moi, je pense que lorsque les résultats sont là, c'est naturel qu'il y a la joie et que les responsables puissent penser à comment partager le gain avec ceux qui ont travaillé réellement, ceux qui ont mouillé le maillot. Mais le drame ici, c'est qu'on pense d'abord à se payer d'abord, à se mettre dans les bonnes grâces avant de travailler, ce qui fait que le travail n'est pas toujours fait et on est là à tergiverser. Par rapport à ce que vous dites, je pense qu'il est important que nous puissions revenir aux fondamentaux, que franchement les cadres se redéfinissent et redéfinissent un peu leur repense, je vais dire, leur objectif hein, et les devoirs qui leur incombent. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que c'est encore sur eux que le pays se repose. Le privé a beau travailler, le privé a beau courir, mais je crois que c'est encore sur l'administration qu'on se repose pour que ces résultats-là puissent porter eh bien, le pays haut. Donc, il est important à ce que nous puissions repenser eh bien, ce que nous faisons pour que ce pays-là puisse ne pas être tiré vers le bas. Franchement, regardons les autres pays. Je crois qu'il y a 50 ans, on était au même niveau que la Chine. On disait les pays en voie de développement. Aujourd'hui, la Chine carrément nous tend la main pour nous sortir de nos travers. C'est possible que nous aussi nous puissions nous hisser au rang de la Chine, au rang pas dans ces conditions. Des dragons, des pays dragons. Mais pourquoi on va continuer toujours? Voilà. Il ne faut pas toujours tendre la main. Il ne faut pas toujours tendre la main. Il faut qu'on apprenne à travailler pour revaloriser nos compétences, pour maximiser nos productions. On a toujours dit sur ce plateau, notamment sur l'émission les mardis sur le plan économique, nous avons trop de potentialités. Il me plaît de citer un peu cette dame qui envoie aujourd'hui par centaines de fûts, je crois, par jour, des jus d'ananas en Europe qui sont prisés sur les surfaces européennes. Moi, je pense, et ça vient d'Alada, ici. Elle a commencé peut-être de manière artisanale. Aujourd'hui, il paraît que c'est quand même une industrie, on va dire une usine industrielle qui est installée, une usine moderne, qui remplit quand même, Wilfried Monou ne me dira pas le contraire, les conditions, les normes, je vais dire, en matière de ces genres de produits en Europe. Et je peux vous assurer que c'est tous les jours, par exemple, que ces jus-là sont exportés du Bénin. Alors, comme elle, il y a plein de gens dans plein de domaines. Pourquoi ne pas leur apporter l'aide nécessaire? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il y a l'aide financière, mais également il y a l'aide mentale. Parce que tout le monde n'a pas toujours les bonnes idées, les idées qu'il faut pour aller de l'avant. Donc on peut se mettre ensemble. Ceux qui ont pour rôle de réfléchir, pour proposer des idées, ceux qui ont les moyens peuvent permettre de les mettre, bien sûr, en œuvre. Et à l'arrivée, ce sera vraiment du gagné pour le secteur économique béninois. Merci, Peggy. Wilfried Monou. Non, je dirais que lorsque on arrive à perdre des ressources mobilisées difficilement et qui sont à des taux intéressants, il faut se poser des questions pour savoir en fait qu'est-ce qu'on veut. Les ressources que nous proposons chaque année à mobiliser, à l'interne, on ne dépasse pas 800 milliards. Et si on veut atteindre le montant du budget qui est proposé, il faut forcément pouvoir solliciter des ressources à l'extérieur. Et lorsque les ressources sont mises à notre disposition et qu'on ne les consomme pas, ou qu'on arrive à les perdre parce qu'on ne respecte pas les procédures, c'est malheureux. Il faudrait inviter alors ceux qui sont en charge à se prendre au sérieux et à travailler à ce que le Bénin puisse avancer. Merci Wilfried Monou, Peggy Ludovic Dagba, merci.